Bienvenue sur MedTalks, le podcast qui discute sans filtre des coulisses de la health tech avec des fondateurs du monde de la santé. Autrefois soignante pendant 10 ans au service des patients et des équipes, j'aide aujourd'hui les startups de la santé à être plus visibles et à booster leurs ventes grâce au SEO. Je m'appelle Naïma Raël et je vous invite à plonger avec moi au cœur d'histoires et d'entretiens avec des fondateurs de startups qui révolutionnent la santé. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Vray, le cofondateur d'Esio, une start-up innovante qui révolutionne les transactions financières dans le secteur des services à la personne. Aujourd'hui, il se livre au micro de MedTalks sur son parcours entrepreneurial, les défis et les succès rencontrés dans la création et le développement d'Esio. De l'idée initiale au pivot qui a été nécessaire, en passant par sa croissance rapide, Sébastien nous plonge dans les coulisses de sa fintech et de ses solutions pour le quotidien des établissements médico-sociaux. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute! Hello Sébastien, comment vas-tu? Bonjour Naïma, je vais très bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va, je te remercie. Écoute, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui au micro de MedTalks. On a plein de choses hyper intéressantes à se dire. On va parler de ton histoire, de l'histoire d'Esio, de ton quotidien de fondateur. Et comme dans tous les épisodes, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pro et ce qui t'a amené à construire Esio? Long story short, comme on dit, moi j'ai un master en communication politique et publique, donc je me suis déjà prédestiné au secteur non marchand à l'origine, et j'ai commencé au WWF France en tant que chargé de communication, donc vraiment pur environnement, militant, et c'est là que j'ai fait mes premières armes de militant. Ensuite, je suis parti au bout de 3 ans pour construire une société dans l'étude économique. J'aimais bien la data et j'ai toujours tout de suite pensé que l'économie devait être un driver de l'action et que ça pourrait parler à des gens qui ne sont pas militants, qui ne sont pas environnement. Et puis petit à petit, des projets comme un bar pendant 4 ans avec des copains dans le 10e, bar à musique électro. Toutes nos boissons étaient bio, c'était la particularité, la grande particularité. J'ai fondé une ONG sur la qualité de l'air qui existe encore, qui s'appelle Respire, et qui est certainement la bonne ONG sur la question de la qualité de l'air. Et puis, on en est venu ensuite à partir sur une idée de livraison collaborative, qui était plutôt un mélange entre l'entrepreneuriat et à la fois cette envie de réduire l'impact de la voiture et donc de la diminution de l'empreinte carbone de la voiture dans les zones rurales. Donc l'idée c'était de mutualiser les trajets en voiture des gens qui font toujours les mêmes trajets à Intermarché, à la campagne. Et puis ça n'a pas marché, donc c'était vraiment la première expérience entrepreneuriale forte de type start-up. Ça n'a pas marché et comme on était pas mal inséré dans la silver economy, donc l'économie du grand âge, on a découvert une problématique sur le paiement des courses réalisées par les professionnels de l'aide à domicile et du médico-social. Et donc, on a décidé de la résoudre. Donc, Esio est né de cette succession, finalement, d'apprentissage à la fois militant dans l'environnement et des valeurs, et puis cet apprentissage d'entrepreneur. Ok, et du coup, comment tu as identifié la problématique sur laquelle tu t'es positionné? Tu travaillais au quotidien avec des assos d'aide à domicile? Alors, pas du tout. C'était presque un peu le contraire quand on a fait de la livraison collaborative. Presque, on empiétait sur une des prestations de l'aide à domicile qui était les courses, parce qu'on voulait que ça soit aussi réalisé par les voisins entre eux. Et donc, on était quand même inséré dans la silver economy et au salon des services à la personne, fin novembre, c'était en 2019. On avait encore un reliquat d'applications de courses, de listes de courses, et plusieurs directeurs d'établissement sont venus nous voir pour nous dire oh, c'est sympa votre appli de liste de courses, mais nous, le vrai enjeu, c'est le paiement des courses. Je dis et pourquoi? Parce que les auxiliaires, souvent, sont obligés de prendre les moyens de paiement personnels des personnes qu'elles accompagnent. Et c'est très border. À la limite du légal, ça insécurise à la fois l'intervenant et le bénéficiaire client. Et on n'a trouvé aucune solution. Donc moi, je suis rentré au bureau, je fais les gars, je crois qu'on a quelque chose pour rebondir face au trou noir dans lequel on commençait à tomber.
Ah, c'est bien parce que du coup, vu que ça venait d'un besoin, il y a eu une vraie demande quand vous êtes arrivé sur le terrain. Moi, la question que je me pose quand je t'écoute parler, c'est que pour y avoir bossé, je sais que c'est un domaine où il y a beaucoup de personnes vulnérables qui ont un handicap ou des personnes âgées qui peuvent avoir aussi des systèmes de tutelle, de curatelle, tout ça. C'est pas forcément l'environnement le plus propice qui soit à une start-up ou à de l'innovation. Donc, comment tu as géré un peu ce public? Écoute, je crois pas que il y ait des secteurs qui soient plus en retard ou d'autres. C'est juste que les propositions commerciales euh, ne sont pas adaptées aux vrais besoins. Et donc, que ce soit le secteur médico-social, de l'aide à domicile, de service à la personne, au final, on est arrivé et l'expression du besoin était si forte qu'on n'a pas eu à inventer quelque chose. On a plutôt eu à traduire ce qu'ils nous demandaient avec notre savoir-faire. Et on a pas mal d'acteurs qui ont décidé très rapidement de s'équiper de notre solution. Donc nous, on a mis un peu 6 mois à la développer, mais on l'a toujours développée avec le récit et des échanges de nos futurs clients. Et donc quand le produit est sorti, on l'a montré et il correspondait tellement à leurs attentes qu'il y en a qui ont signé très vite. Donc c'est plutôt par la suite qu'on a découvert que effectivement il y avait certaines lenteurs dans le cycle de décision en fonction du statut du client, que ce soit associatif, voilà, ou privé. Euh, mais je ne crois pas que ce soit un secteur moins innovant que le bâtiment ou que les transports ou autres. C'est simplement que les offres qui sont proposées souvent sortent de bureaux et qui sont très décorrélées d'un vrai besoin. Mais du coup, dans ce que j'entends, est-ce que aujourd'hui tes clients étaient une partie prenante de la conception du produit au moment où vous l'avez lancé? Est-ce que vous les avez consultés pour les fonctionnalités? On les a consultés en gros pour qu'ils nous racontent leur quotidien minute par minute. J'avais besoin, moi, j'ai discuté avec des auxiliaires de vie et je leur ai dit, mais voilà, le matin, vous vous levez, vous faites quoi? Quand vous allez au bureau, vous êtes dans une voiture. Oui, ok. Vous allez comment au travail? Ok. Et vous passez au bureau d'abord, vous discutez avec un chef, comment c'est organisé. Après, quand vous devez faire des courses, est-ce que vous allez au domicile de la personne? Oui. Comment vous y allez? Vous sonnez, vous entrez. Je veux tout savoir. Et au final, quand les personnes nous racontaient ça, minute par minute, geste par geste, et bien, c'est à ce moment-là que finalement, on observe les gestes qui sont les plus limites, ceux qui sont les plus contraignants, ceux dans lesquels il y a de la pénibilité, au sens au large, tu vois, cette espèce de rugosité, de frein, ce truc qui mérite d'être amélioré. Et comme on a eu minute par minute tous les gestes de cette prestation de course, eh ben nous on a dit à tel moment il faudrait un bouton, à tel moment il faudrait afficher cette information, à tel moment il faudrait peut-être une application pour l'auxiliaire de vie. Et ça s'est construit vraiment sur la base du récit des personnes, Hmm, comme tu le dis. ok. Et donc du coup, ça a été positif, mais ça a été quoi globalement vos premiers retours utilisateurs et en termes positifs et par rapport à ce qu'il fallait améliorer? Je crois que on a apporté de la valeur tout de suite et qu'il y a eu très très peu de retours sur notre proposition, notre grande proposition de valeur et la solution. Petit à petit, à force avec l'usage, on a rajouté des petites options, mais le cœur du réacteur était déjà remplissait déjà sa fonction. Et le gros défaut, nous, qu'on est en train de corriger, c'est plutôt des temps de prélèvement aujourd'hui. Notre gros défaut, c'était le temps de prélèvement parce qu'on avait un outil de prélèvement SEPA qui était très long. Et là, on est en train de finir d'implémenter une autre solution technique bien plus performante qui va résoudre justement l'ensemble de ces problèmes. Ok, c'était imperfect. C'était, c'était presque imperfect, mais je crois que le design n'est conçu que par l'usage. Et donc, si les gens comprennent pas l'usage, il n'y a pas de produit possible. Ou alors, le produit, il est décorrélé de l'usage et c'est pas du tout bon. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris du business, c'est que ça sert à rien d'inventer des choses pour essayer de transformer le monde à sa façon. C'est regarder, écouter les gens, voir à quel endroit il y a de la pénibilité. Et si la pénibilité est suffisamment grande pour que les gens soient prêts à payer pour s'en débarrasser, eh ben là, tu as un business, tout simplement.
J'ai mis du temps, j'ai mis plus de 3 ans à comprendre ça, 4 ans, parce que on s'entête dans son business au départ, et parce qu'on sait, on pense qu'on a raison, on sait que ça va marcher, et au final, le business c'est ultra simple. C'est ultra simple. Ok, t'as une scie, tu coupes un arbre, c'est pénible. Oui, j'ai un peu mal au bras. Oui, c'est long. Ok, je t'apporte une tronçonneuse, tu essayes. Ah bah oui, dis donc, soulagement de la pénibilité, je te l'achète ta tronçonneuse. Donc du coup, moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'empathie, c'est important quand on veut faire du business, mais aussi le fait de pas avoir de problème d'ego, j'imagine. Exactement, exactement. Et je trouve que c'est une bonne remarque parce que maintenant, je suis plus là pour essayer de satisfaire d'atteindre une vision de mon monde idéal, comme je l'ai porté avec mes valeurs sociales et environnementales. Je voulais que les gens s'entraident, mais les gens n'ont pas besoin de s'entraider. Tu vois, c'est une grosse nuance. Et donc aujourd'hui, Ezio ne fait que répondre à un besoin, et on est simplement à l'écoute. On est presque je sais pas comment on appelle ça, on est juste des architectes du besoin des autres. Jusqu'on a compris, on a eu l'audace. On n'a pas eu l'idée en fait à la place des gens. On a simplement eu un peu d'audace de la mettre en œuvre et dire bon ok, on va résoudre ce problème-là. Dites-nous ce qui vous plairait d'avoir. Ah mince, ce bouton-là, il vous gêne. Ah, vous comprenez pas ce qu'on a écrit sur le logiciel. Pourquoi vous n'avez pas compris? Ah ok, bon, bah, c'est de notre faute. Si vous l'avez pas compris, c'est qu'on l'a mal designé. Donc on est vraiment au service de l'utilisateur. Et c'est bête comme chou, le business, en fait. Donc toi qui viens d'un milieu militant, je me retrouve un peu dans ton parcours. Est-ce que tu penses qu'il faut pas être, enfin qu'il faut éviter d'être trop idéaliste quand on fait du business? Alors non, parce que ce socle de valeurs, pour moi, il te permet quand même d'avoir des limites. Ah, c'est sûr. Dans le business, de l'éthique, c'est faire en affaires, on dit. Et cette éthique-là, si elle n'est pas au rendez-vous, ben, tu peux en perdre, tu peux perdre ton âme là-dedans. Donc, et je suis quand même content, au final, grâce à toutes ces valeurs, d'être au service d'un secteur d'activité qui est pour moi, qui est beau. C'est la santé, le social. Ça fait partie des métiers les plus nobles. Il y a tellement de métiers, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais il y a tellement de métiers qui servent à rien, qui détruisent la planète, qui créent des fractures entre les gens, qui enrichissent des gens outre mesure, que je participe pas à ça. Déjà ça c'est bien, et c'est parce que ce plafond en fait qu'on s'est fixé pour être à l'aise dans ses baskets, dans sa tête, pas être en dissonance cognitive entre ses aspirations et ce qu'on fait dans la vie. Bah, heureusement que c'est là, parce que je sais que j'oriente moi la façon dont je fais du business aujourd'hui d'une certaine manière et que j'ai des limites que je veux pas franchir. Donc c'est à ça que ça sert l'idéalisme. Ok. C'est à ça que ça sert l'idéalisme, ouais, c'est ça. Mais l'idéalisme, en fait, va t'orienter sur un secteur d'activité. Mais après, dans le secteur d'activité, une fois que tu es dedans par valeur, bah, faut pas oublier les fondements et les règles du business. C'est écoute le besoin. Est-ce que le besoin est pénible? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour se débarrasser de cette pénibilité? Point barre. Hmm. Justement, si on en revient aux besoins et à Esio, tu travailles beaucoup avec du coup des assos d'aide à domicile, des établissements médico-sociaux. Et on se disait hors micro que c'est des secteurs qui peuvent être sollicités par d'autres solutions digitales. Je me demandais comment tu fais pour te démarquer, pour retenir leur attention. Alors pour se démarquer des autres solutions digitales, c'est très simple. On n'a pas besoin de se démarquer parce qu'il n'y a pas de proposition autour du paiement aujourd'hui qui soit aussi avancée que la nôtre. Hmm. Donc j'esquive un peu la question, mais quand on arrive dans un établissement médico-social et qu'on leur demande, vous gérez des caisses d'espèces pour vos activités? Ils me font oui. Je dis, c'est pénible, hein, n'est-ce pas? J'ai oui. Vous n'avez pas de solution? Non. Bon voilà, je vous propose Ezio. En vérité, si je dois aller un peu dans la nuance, il y a des propositions bancaires qui existent depuis tout le temps et qui essaient de- de- d'attraper ce nouveau marché, mais d'une manière tellement dégradée parce que c'est un service qui n'était pas dédié à leurs problématiques de gestion d'argent dans
dans leurs activités. Et donc, ils proposent ce qu'ils ont déjà toujours fait depuis 50 ans et ils essaient de faire rentrer le carré dans le rond. Alors que nous, quand on arrive, on est le rond parfait dans leurs problématiques rondes. Donc, je trouve qu'on n'a pas de concurrence, on n'a pas besoin de se démarquer. Donc, Je pourrais rajouter d'autres choses, mais je pense que la je t'en conversation prie, pourrait je t'en être prie. beaucoup trop longue. Non, je t'en prie, vas-y. Non, mais tu as quelques règles après dans le métier pour se démarquer. Ben, en fait, tu peux pas faire de l'informatique comme avant. Les gens sont très habitués, nos interlocuteurs sont très habitués à avoir leur smartphone avec leur vie personnelle et des usages de la technique qui soient rapides, efficaces, tout à fait adaptés à leurs besoins. Bon, ben voilà, notre proposition informatique, elle doit refléter exactement ce ce qu'ils vivent dans leur situation personnelle. Aujourd'hui, notre solution de paiement, bien, c'est un peu le dernier cri de la modernité dans le paiement qui est adapté à leur métier. Et c'est pas une solution dégradée comme ça parce que c'est le médico-social et qui mérite pas d'avoir la dernière technologie. Ensuite, sur la relation client, je trouve que il y a quelque chose, j'espère qu'on ne perdra pas si jamais on grossit, c'est avoir une relation humaine rapide et directe avec nos clients. Ils nous appellent, il y a quelqu'un qui va tomber sur Mathilde. Mathilde, elle écoute, il y a le problème, toute l'équipe est mobilisée s'il y a le problème. Si quelqu'un veut résilier son contrat, son compte, pas besoin de nous envoyer un recommandé. Tu fais, ah, Sébastien, franchement, bon, là, je peux plus, j'ai plus envie, pour X raisons, je veux arrêter. Ok, bon, on arrête, pas de souci. L'autre fois, j'ai voulu résilier mon abonnement papier au Monde. Il a fallu que j'envoie un courrier. La flemme. Moi, je veux juste que tu me donnes un bouton et j'arrête. Tu vois, c'est Netflix, c'est notre génération. Où, en fait, on veut juste que les choses soient simples et efficaces, tout simplement. Donc, appliquons-nous les mêmes choses. Et c'est ce que je pense qu'on fait bien aussi avec nos clients. C'est faisons à nos clients ce qu'on ne voudrait pas nous subir dans notre vie personnelle sur tous les services qu'on utilise au quotidien. Donc ça peut être d'autres éléments différenciants, peut-être avec des boîtes informatiques largement implantées dans le secteur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu parles d'humain et de croissance. Comment tu fais pour concilier les deux? Je pense qu'il n'y a pas besoin de concilier les deux parce que les deux sont pas antinomiques. Merci. J'ai Net, précis. Non, mais j'ai entendu dans la question quelque chose qui devait ne pas fonctionner ensemble. Alors, je pense que ça fonctionne très bien ensemble. En fait, Tu disais, ouais, la croissance, ouais, c'est si jamais on grossit trop vite, comment tu fais pour gérer les humains dans ton équipe, c'est ça? je vais peut-être préciser. En fait, il y a un peu le préjugé de start-up égale hyper croissance. Alors que, bon, dans d'autres épisodes, j'ai aussi parlé avec des fondateurs qui n'étaient pas obnubilés par cette hyper croissance et qui ont juste une croissance qui est la leur. Et c'est vrai qu'on peut avoir à raison ou à tort l'idée que quand on croit forcément, c'est compliqué d'avoir un onboarding de qualité, de rester humain avec, tu vois, les collaborateurs pardon, qui arrivent dans l'équipe, d'être attentif à chaque personne dans l'équipe, de prendre soin du service client. Est-ce que pour toi, il y a une difficulté humaine qui est vraiment inhérente à la croissance ou est-ce que c'est un préjugé? Alors, mon expérience ne permet pas d'indiquer des difficultés parce que j'ai pas d'hypercroissance. Moi, je suis sur une croissance qui, depuis quelques années, est suffisamment linéaire pour pouvoir anticiper les choses. Et si jamais on devait avoir de l'hypercroissance, j'espère que on aura l'honnêteté de dire à nos clients, écoutez, là, on peut pas, on va agrandir tranquillement. Je pense que le facteur humain, le recrutement, bien gérer les équipes, c'est la base de tout. Et que ton hypercroissance, de toute façon, elle s'effondre si derrière, t'as pas d'humain. D'avoir pris le temps de transférer tes compétences, d'avoir transmis les valeurs de la société, ce que la mécanique en fait sociale dans une équipe qui fait que moi je suis toujours à l'aise avec la société. Je- en tout cas, je sais pas, on en a discuté l'autre fois quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive. Je me suis trompé une première fois sur un recrutement, sur la partie commerciale, mais je me suis trompé parce que j'avais jamais fait. Et j'ai compris ensuite que chaque poste, il y a des profils très 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 typiques
par poste, un poste de commercial. Voilà, les commerciaux, moi, je bouffe énormément de vidéos sur la partie commerciale parce que je savais pas à quoi m'attendre. Je sais pas qui sont les personnages les mieux adaptés au commercial. Comme j'ai compris un peu tardivement et j'ai eu de la chance parce que j'ai recruté ma sœur au poste ils appellent ça Customer Success, mais c'est relations clients. Et en fait, elle a été à l'endroit où elle devait aller parce que elle était déjà elle avait déjà une certaine approche de la pédagogie. Euh, si quelqu'un a mal compris, elle me dit, si quelqu'un a mal compris, c'est que j'ai mal expliqué. Et quand quelqu'un te dit ça, tu dis, bah, en fait, t'es parfaitement à ton poste. Si t'as quelqu'un qui dit, oh là là, ils sont teubés, les clients, ils comprennent pas ceci, ils comprennent pas cela, ça me saoule et tout, bon, bah, c'est sûr que t'es pas fait pour être au service client. Après, les commerciaux, voilà, ils ont leur profil, c'est que il y a du challenge, ils ont pas d'ego quand quelqu'un leur raccroche au nez. Et la précédente expérience, le précédent profil que j'avais recruté, ça l'affectait beaucoup de se prendre des râteaux. Là, je l'ai remarqué un peu tard, tu vois. Donc, la croissance, si tu te trompes de personne, en fait, tu recommences tout. Tu perds tellement de temps et tellement d'énergie que ton hypercroissance, je vois pas comment tu peux la maîtriser. Mais ça, c'est un autre sujet quand ça m'arrivera. Peut-être un Touche du jour. bois. On croise les doigts. Si tu le veux. Si tu le veux. Je serais très heureux de vivre l'hypercroissance. J'ai jamais, déjà, ce que je vis aujourd'hui, je l'avais jamais vécu avant. En fait, chaque nouvelle étape dans la société avec Ezio, c'est une étape c'est la première fois que j'y arrive. Ça doit être hyper gratifiant. Ouais, ouais, oui, parce que c'est ça aussi qui compense le fait que ça fait quand même 6 ans que la société est fondée, qu'au bout de 3 ans, on a pivoté, qu'on a été dans des douleurs énormes, hein, financières, psychologiques, avec mon associé, ça, on a presque eu un médiateur à un moment, tu vois, et ça compense quand il y a des enjeux techniques nouveaux, de l'innovation, que tu découvres un nouveau secteur et que tu n'as plus d'ego d'essayer de faire toi-même et d'être accompagné. C'est-à-dire que maintenant, je pose pas mal de questions. Ah, comment tu fais ça et tout ça? C'est un peu comme si tu voulais faire de la menuiserie un peu fine. Bah, t'essayes, tu n'y arriveras jamais par toi-même de manière assez rapide. Et tu dis, ah tiens, là, j'ai essayé de faire ça, mais j'y arrive pas. Comment tu peux me montrer? La personne, elle te montre. Et toi, ton seul objectif, c'est d'y arriver. C'est pas d'y arriver par toi-même tout seul. C'est juste d'y arriver. Donc, comment tu te donnes les moyens d'y arriver? Et donc ces nouvelles étapes-là, ouais, c'est hyper gratifiant parce que c'est comme une première fois à chaque fois. T'as les yeux qui brillent quand tu le dis. Non, mais j'aime bien apprendre en fait. Je crois que j'entame un peu une des questions je pense que tu voulais poser à la fin, c'est être entrepreneur, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Est-ce que vous aimez apprendre? Est-ce que vous aimez solutionner des problèmes? Est-ce que vous voulez améliorer des choses qui pour vous peuvent être améliorées? C'est Si on n'a pas ça, bon, voilà, faut pas essayer d'être entrepreneur, quoi. Ces dernières minutes, tu as parlé d'un sujet qui m'a intrigué, de deux sujets, les difficultés et le recrutement. Je voulais commencer par le recrutement. Pour toi, c'est quoi la place du recrutement dans une startup? Est-ce que toi, en tant que fondateur, tu te dis c'est vraiment quelque chose que je dois prendre à bras le corps parce que le facteur humain, c'est le premier facteur d'une entreprise? Ou est-ce que tu préfères te sentir en sécurité et déléguer à quelqu'un qui recrute? Ah ben, je me sentirais en insécurité de déléguer à quelqu'un d'extérieur ou même à quelqu'un de la société. Oui, je voulais dire à l'interne, hein. Non, tu préfères Ah oui, vraiment. en interne. En fait, je crois que bah, c'est con, hein, faut pas le prendre comme un truc d'ego, mais ce qui fait aujourd'hui Ezio, en termes de représentativité, de marque, de tonalité, d'organisation sociale et tu sais face aux clients, les mots qu'on utilise quand on écrit des textes sur Internet, quand on écrit sur LinkedIn et autres, en fait, c'est juste comme ça, mais c'est moi. C'est l'expression de moi. C'est pas égotique, c'est juste comme ça. Et donc, c'est un peu comme quand tu arrives dans une fête. Je dis souvent, en fait, si tu as peur de te faire chier, t'as qu'à mettre l'ambiance que tu voudrais avoir dans la soirée. En fait, dans une société, c'est pareil. Et je pense que aujourd'hui, je serais pas à l'aise si quelqu'un d'autre mettait une autre ambiance que celle que j'aimerais avoir. Sauf si, évidemment, la culture d'entreprise est telle que tout le monde comprendra que, ah là, ça casse l'ambiance d'avoir cette personne ce profil-là, par exemple.
Et je pense que c'est quand même un truc qui est en train de s'installer, ça. Je vois bien Mathilde, Claire, Siegfried, on a tenté de recruter une alternante. Je crois qu'ils m'ont mis en alerte avant que je le voie moi-même. Ils avaient compris plus de choses de manière plus froide et objective. Et donc, finalement, cette culture d'entreprise que j'ai distillée depuis si longtemps, elle commence à apporter ses fruits de manière autonome ou avec l'équipe par elle-même. Mais du coup, comment tu vois la culture d'entreprise des jeux aujourd'hui? Parce que je me dis que si un jour tu connais l'hypercroissance qu'on te souhaite, euh, c'est vrai qu'il faudra, j'imagine, plus déléguer. Et ça passe aussi par une culture solide. Comment tu vois une culture d'entreprise? Bon, la culture d'entreprise que j'essaie de mettre dans Ezio, elle est assez simple. C'est, on n'est pas là pour se faire chier dans la vie. Il faut que la vie, ça soit quand même assez fun. Donc, il faut que ça soit très pro et à la fois très fun. Euh, fais pas les choses si tu ne fais pas les choses si tu n'aimes pas les faire. On n'y arrivera pas, ça va pas le faire. La deuxième chose, c'est essaie par toi-même de trouver la solution. Prends un certain temps, mais pas trop de temps quand même. Et à un moment, tu demandes de l'aide aux autres. Et le troisième point, mais j'aurais dû mettre avant le deuxième, c'est franchement, ce que tu fais là, tu crois que tu pourrais pas le faire mieux. Et cette culture-là, ensuite, voilà, c'est quelques règles de base. Ok. Là, tu viens de cliquer 3 fois sur le truc, là, franchement. Ou tu as dû refaire une facture. Je pense pas que ce serait pas mal de faire un modèle. Ah oui, on peut faire des modèles. Ah oui, c'est pas mal ça. Ok. Donc, est-ce que tu peux toujours faire mieux? Est-ce que tu peux trouver la solution par toi-même, mais pas trop longtemps pour quand même demander de l'aide? Parce que c'est pas grave si tu la trouves pas, mais je veux juste que tu essayes. Et le troisième point, c'est qu'il faut quand même que ça soit, faut quand même qu'on s'éclate un peu, quoi. Faut qu'on rigole au bureau, qu'on s'envoie des vannes sur Slack, on s'envoie des vannes. Il y a un channel général, il y a un channel bêtises où on envoie des blagues. Et que nous, le lundi matin, on a 2 réunions, le lundi matin à 11 heures et le vendredi à 16 heures. Je sais que celle du lundi matin, elle sert beaucoup plus à dire, bon, vous avez fait quoi ce week-end? C'était bien, ça va, la forme. Voilà. On raconte nos vies, on raconte notre vie. Après, il reste quand même 5-10 minutes où on dit qu'est-ce que vous voulez faire cette semaine? Qu'est-ce que vous comptez faire cette semaine? Est-ce que tu arrives à mettre en place des systèmes de feedback avec les personnes de l'équipe? Euh, Déjà, c'est quoi ta vision du feedback? Est-ce que tu penses qu'au quotidien, c'est important? oui. On n'en a pas mis parce que je crois que la culture d'entreprise aujourd'hui a fait que si quelqu'un a quelque chose à dire, il le dit. Ok. Et je pense que ouais, l'équipe se sent suffisamment en confiance. On n'est que 6, hein, mais l'équipe se sent suffisamment en confiance pour pouvoir raconter un jour quand ça va pas. C'est important. C'est hyper important parce que de toute façon, c'est comme dans un couple. Hein, dès qu'il y en a un qui te dit, tu lui dis ça va, puis il te dit ouais ouais ça va. Mais non, mais attends, pas à moi, pas à moi. J'ai entendu là, t'es en 92 Hertz là. D'habitude t'es en 120. Ça se voit que t'as pas la tonalité de ce que tu as envie de dire. Donc, on en parle, tu vois, on aborde les choses, on en discute avec l'équipe. Ouais. C'est un talent qui a dû t'aider quand tu as rencontré les difficultés que tu as mentionnées tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il y avait voilà, des hauts et des bas, et pour le coup, il y a eu des bas dans l'histoire des yeux. Et je trouve que au fil des épisodes, ça m'apparaît de plus en plus important d'en parler. C'est une demande des fondateurs. Est-ce que toi, tu as envie de nous en parler un petit peu des moments un peu plus compliqués? Le moment très compliqué, euh, sans aller trop dans le détail, parce que Jérémy écoutera certainement ou pas ce podcast. Non, mais Jérémy, c'est un de mes meilleurs amis et c'est aussi mon associé fondateur. Et quand tout va bien, tout va bien. Et quand il y a une tempête, la tempête en l'occurrence, c'est bon, là les gars, courseur, livraison collaborative, ça marche plus, c'est fini. Il faut qu'on trouve autre chose. Déjà là, tu dis, OK, chacun peut envisager de proposer quelque chose de différent, de routes différentes. Voilà. Et puis on voit bien ensuite que, je sais pas comment ça s'est vraiment passé, mais il y a eu les discussions, on n'était pas d'accord sur le devenir, le rebond qu'on voulait apporter.
Et ça crée des frustrations parce que t'en as un qui se sent pas écouté. Euh, et on en arrive presque à des discussions de couple où t'es pas au bord du divorce, mais tu vas voir un médiateur, tu vois. Moi, je me souviens des fois où on a lâché des trucs hyper personnels, tu vois, en face de cette tierce personne qui, qui, qui nous ont dévoilé dans un sens. Enfin, c'est un mélange d'amical et de professionnel, tu vois. Et puis, ça aurait pu se terminer comme ça. Mais il y a eu cette espèce de rebond un peu miraculeux, tu sais, cette espèce de truc miraculeux, mais qui est quand même provoqué par toute l'histoire de la société, qui a fait qu'on a créé les conditions pour arriver peut-être à ce salon des services à la personne où, putain, il y a un truc là, il y a un truc. Et finalement, c'est tous remotivé, on a argumenté, j'ai argumenté moi, je me suis dit, tiens, il faut aller vers cette direction. Et avec Jérémy, ce qui est génial, c'est que c'est l'argument, en fait, l'argument pur qui l'emporte, c'est jamais l'émotion, tu vois. On peut jamais. Donc au moins, on était sur le même fonctionnement cérébral, la même méthode de décision, en fait. C'est l'argument. Ton argument est bon, ça me va, je te suis. L'argument est pas bon, j'en doute, tu peux me le prouver, alors ok, on en discute. Donc là, pour revenir au point noir, c'était vraiment, moi je trouve, c'était hyper dur. C'était quand tout allait mal, qu'est-ce qu'on fait de la société? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on rebondit? On n'était pas d'accord. Voilà. T'as l'impression que t'en veux à l'autre de l'insuccès de la boîte. Voilà. Parce que moi, en tant que fondateur, je m'interroge. Je dis, est-ce que je suis encore bon? Je me suis raté une première fois. Le modèle économique n'a pas fonctionné. Est-ce que je suis encore capable de repartir sur une autre idée, un autre truc, tu vois? Donc, Tu penses qu'arrêter ou continuer, c'est une question que les fondateurs se posent souvent? en tout cas, c'est une question qui est très difficile, je trouve. C'est en fait cette frontière entre l'entêtement, parce que tu penses que en fait ça va réussir. On n'est pas loin là. Là, attends, je le sens, tu vois. Et le la lucidité d'arrêter. Non, non, mais les paramètres sont pas réunis, sont pas au rendez-vous, donc il faut arrêter. Et ça, je pense qu'il y a plein de boîtes il y a plein de boîtes qui doivent péter juste parce qu'il y a de l'entêtement. Mais parce que l'entêtement, il va avec l'ego. Alors que après, tu apprends que faire du business, il faut. Il y a un gars qui disait dans une vidéo récemment, no ego for bingo. Et ouais, si tu veux du bingo, eh ben, faut pas arrête de penser que ton idée elle est mieux et que tu vas t'entêter parce que tu veux prouver au monde que tu vas y arriver. Non, non, on s'en fout. Donc ça, cet entêtement, à mon avis, je sais pas quel est le pourcentage de boîtes qui se plantent à cause d'un entêtement et du vouloir foncer dans le mur et dans l'impasse. Mais la question de entre arrêter ou poursuivre, ça se, oui, tous les entrepreneurs se la posent. Et ils se la posent à eux-mêmes, ils se la posent dans leur couple. Parce que quand tu as un entrepreneur, il est jamais seul. Enfin, quand il est, en tout cas, il est pas seul qu'il est en couple. Il ramène tous les problèmes et la personne en face te dit, mais est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Est-ce que vous t'en est où? Putain, c'est long. C'est long là, le succès. Il arrive quand? Il arrive quand? Donc, les autres paramètres, il y a tellement de paramètres qui font que tu te poses la question que tu es obligé de te poser la question. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, il y a le paramètre avec l'argent, parce qu'il faut que tu bouffes. Que si tu es une vie de couple, tu bouffes pas que toi. À la limite, manger des pâtes dans un taudis, et ça te regarde. Chez tes parents, ça te regarde. Et quand ça implique quelqu'un d'autre, tu es obligé de l'envisager. Et après, il y a les enfants, puis il y a la maison, puis il y a plein de choses. Donc, voilà. Je sais que là, un ami professionnel, en tout cas, qui a lancé une solution de paiement pour sécuriser les personnes vulnérables, mais c'était à destination des personnes vulnérables. Et on échangeait régulièrement. Et il m'a dit, moi, mon prestataire de paiement, que je citerai pas, il nous a mis tellement de bâtons dans les roues, c'était tellement long, là j'arrête. Après, c'est une question de santé mentale. Non, parce qu'il n'avait pas d'investisseur. Pas d'investisseur. J'ai passé un post LinkedIn aussi d'une boîte, un truc qui avait l'air de cartonner. Et le mec a fait un burn-out. Et les investisseurs n'ont pas laissé le choix d'arrêter ou pas. Et donc, il a dû se poser la question. Et lui, il voulait prendre le temps, en fait, pour pas se cramer la santé.
Et c'est pas lui qui a décidé. Mais en tout cas, il a dû se poser la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? C'est ma santé qui est en jeu. Je me noie un peu dans la réponse, là, mais la, la question, c'est est-ce que les entrepreneurs se posent souvent la question? Oui, je pense qu'ils se posent tout le temps la question, surtout quand ça va pas, évidemment. Et après, c'est surtout la réponse qui est importante. Non, non, mais j'ai eu un blanc parce qu'il y a eu plusieurs choses dans ce que tu as dit et c'est vrai que j'avais lu un article US là-dessus il y a quelques mois, mais le fait de se soucier euh, de la santé mentale des entrepreneurs pour les investisseurs, c'est un vrai sujet. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui ne se sentent pas en capacité de partager leurs soucis parce qu'ils se disent, si je montre une faiblesse, je paraîtrai Mm. moins légitime et moins crédible. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir mon associé qui me dit, mais Seb, prends du repos, il me connaît très bien. Et notre premier investisseur en 2021, qui a mis pas mal de sous en perso, il est très réconfortant. Il a toujours été réconfortant et très lucide sur la position du chef d'entreprise. Donc il m'a dit, mais un chef d'entreprise, Sébastien, tu pourras pas déroger à la règle, c'est fait pour gérer des emmerdes. Donc si à un moment les emmerdes elles sont trop grosses pour toi, c'est pas arrête, c'est prends du temps. Ça te permet de prendre du recul. Et voilà. Tu penses que pour éviter l'obstination dont tu parlais, c'est important l'entourage, d'avoir un entourage qui sait te dire les choses et qui te dit pas tout le temps t'es super, t'es le futur Steve Jobs. Oui, 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 bah, ça permet de garder les pieds sur terre. En fait surtout, moi, je trouve que c'est même plutôt très bénéfique dans le business. Je dévie un tout petit peu, mais je sais que moi, ma femme, si elle n'est pas convaincue par l'idée, en fait, je pense qu'elle a raison. Parce que, en fait, c'est juste un recul assez normal sur les choses. Oh ben non, mais ce truc de livraison collaborative, bon bah moi même moi je le ferais pas, tu vois. Bon ben en fait je pense qu'elle a raison. Et donc j'étais dans l'entêtement parce que j'étais sur une idée militante. Ça répondait pas à un besoin. C'est Et parce que donc t'es ton quelqu'un de... entourage, s'il répond pas favorablement à ton truc, bon, déjà faut se poser des questions sur ton business, sur l'avenir du business. C'est parce que t'es quelqu'un de lucide, les femmes ont toujours raison. Et je ne rentrerai pas là-dedans, mais je pense que tout le monde a raison quand il exprime exactement ce qu'il a envie de dire. Parce que c'est vrai que euh, quand tu as des copains qui disent c'est génial ce que tu fais, que tu as la famille qui dit c'est génial ce que tu fais, mais en fait, ils en savent foutrement rien. Est-ce qu'ils achèteraient eux-mêmes? C'est la seule question que tu dois te poser. T'achètes le truc là ou pas? Ouais, c'est moi, machin et tout. Ok, bon, ben voilà, t'as pas de business alors. Ou alors c'est que c'est pas la cible. Parce que moi, un courseur, je te jure, hein, je crois que 10 sur 10, les gens ils disaient putain, c'est une super idée, la livraison collaborative, franchement, c'est une pure idée, c'est beau, c'est machin et tout. Et en fait, dans le fond, tu fais un sondage comme ça, tu te dis, mais j'y vais tous les jours dans ce business. Et après, quand tu creuses sur le besoin réel, bah, il y a plus grand monde au rendez-vous, tu vois. Et c'est là où c'est une vraie, pour moi, la lucidité, elle est très importante à ce niveau-là. Et donc, ceux qui veulent se lancer dans une entreprise aujourd'hui, eh ben, déjà, faut en parler le plus possible et voir la réaction des gens. Mais la réaction du besoin, pas la réaction de, ah, c'est sympa comme idée, c'est pas mal, tu vois. Non, non, mais est-ce que tu l'utiliserais? Ouais, c'est moi, machin. Ouais, bon, ok, laisse tomber. C'est là où tu te dis que la communication, ça peut aussi être un cercle vicieux parce que tu as beaucoup de fondateurs qui peut-être partagent une image assez, tu sais, tournée vers la réussite. Et en même temps, quand tu partages pas tes difficultés, tu peux pas recevoir de feedback des gens. Donc ça peut aussi les Ouais. entretenir dans leurs propres difficultés. Et c'est Ouais. particulièrement sournois. Je crois il y a un adage que je trouve peut-être assez destructeur pour les entreprises. C'est fake it until you make it. Hmm. Et sur les réseaux, en fait, moi, on me dit, putain, ça va génial, ça va cartonner ta boîte et tout, là, sur LinkedIn, je vois, vous êtes partout. Non, mais déjà, si tu me vois que je suis partout, c'est parce que déjà, t'es abonné à Sébastien et que tu me vois partout. Que sur LinkedIn, je vais jamais partager les mauvaises nouvelles. On partage que les bonnes. Et Coca-Cola dit pas que son truc est trop sucré. Donc, je crois que ça, et parce que c'est pour le business, c'est comme ça. C'est le cycle vertueux du business.
Et donc, on parle, la solitude du fondateur, du dirigeant, c'est un truc très, très répandu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de pairs, de gens qui ont déjà été dans les difficultés, parce qu'ils vont te partager l'expérience et tu vas te dire, ah, bon, en fait, c'est normal ce que je vis. Mm. On a pas mal Euh, dérivé, hein. oui, oui, oui. Bah, du coup, j'ai essayé de me Mais t'es assez recentrer. fort, t'es assez fort pour revenir. Je suis sûr qu'on va revenir petit à petit sur la trame. Alors là, je t'avoue que je me questionne sur comment je vais rebondir pour revenir à Ezio, parce qu'on Eh, est parti un peu loin. on peut casser le premier truc et revenir à l'essentiel. Enfin, à revenir pas à l'essentiel, mais à ce que tu avais prévu, hein. Euh, En t'écoutant parler, je me suis posé plusieurs questions sur Ezio, peut-être quelques questions un peu plus tech. Ouais. À un moment de l'interview, tu as parlé de l'interopérabilité, je vais y arriver. Et je me demandais dans quelle mesure c'est important pour votre croissance. Est-ce que tu as des conseils à donner à des fondateurs dans la santé à ce niveau-là? Comment tu l'envisages? Alors, l'interopérabilité, je pense qu'à terme, c'est évidemment le développement naturel des choses. Mais au tout début, on a déjà à prouver notre modèle et à vendre. Il faut vendre, vendre, vendre. Donc, la satisfaction client, elle doit passer justement par des évolutions techniques, l'aménagement technique pour faire en sorte que la solution, elle fonctionne bien. Et après, de toute façon, quand t'es petit, les gens s'intéressent pas à toi. Donc là, je sais que dans les services à la personne, il y a un ERP métier qui m'a toujours dit hein, depuis le début, Sébastien, ton truc, on le fera. Soit on te rachète toi, soit on rachète quelqu'un d'autre, ou on le fait nous-mêmes. Donc il n'y avait même pas de collaboration possible. L'autre ERP métier dans les services à la personne me snob pour des questions humaines, ce qui est, que je trouve stupide. Et ensuite, nous-mêmes, on n'a pas développé d'API qui permet à tous les logiciels de se connecter à nous, parce qu'on a d'autres chats à fouetter pour l'instant, et que cette API, on la fera plus tard. Mais en tout cas, dès le départ, moi, là, j'étais au salon des maires à Porte de Versailles, donc hier, mardi 21 novembre, eh bien, je suis allé à la rencontre d'un logiciel métier des collectivités locales pour expliquer que bah, peut-être vous aurez besoin de ma brique de paiement. Discutons-en maintenant. Et à terme, oui, bien sûr, je trouve que c'est même nécessaire. Je reviens à cette idée que moi, en tant qu'utilisateur, j'utilise deux applications géniales. Bon, bah, s'ils se mettent ensemble pour collaborer, pour que j'ai un bouton dans l'une et un bouton dans l'autre, bah, c'est super. Donc, c'est le sens, pour moi, c'est le sens naturel de l'histoire et du développement. Mais par contre, faut pas en faire il faut d'abord prouver qu'on est le meilleur, et puis quand on est gros et que là, les gens commencent à s'intéresser à nous, ils vont dire, et que nos clients vont commencer à dire à leur propre logiciel, eh, nous, on utilise Ezio, on utilise Ezio, on utilise Ezio. Le mec, au bout de 10 fois, il va se dire, peut-être que je vais les contacter. Ah, vous m'avez contacté l'année dernière. Excusez-moi, vous étiez trop petit. Mais voilà, ça va se faire. Ça va se faire. Et justement, quand tu dis au départ, il faut vendre, le paradoxe de ton milieu, c'est que comme tu disais tout à l'heure, les cycles de vente sont assez longs. Comment on fait pour se financer quand la solution n'est pas encore complètement aboutie? Est-ce que la levée de fonds, c'est un passage presque inévitable? Comment on fait pour vendre au départ quand on démarre? Alors, pour vendre au départ, c'est hyper simple. Tu prends ton téléphone et t'appelles. T'appelles tes futurs clients. Donc, je trouve, et moi j'ai fait cette erreur-là, c'est pour ça que je me permets d'en parler de manière un peu assurée, c'est me saoule pas avec tes autres histoires de communication, de prix, d'appel à projet, de machin. Tu as une base de données de 100 clients, tu les appelles un par un, rapidement, le plus vite possible. Et sur ces 100, ben, déjà, je suis sûr que tu en as un, il peut te le signer rapidement ton devis. Et une fois que tu as fait ça, eh ben, tu vas réitérer l'opération pour que tu puisses avoir plusieurs devis signés. Et tu vas montrer une traction. Et ta traction, elle te permet ensuite de dire à l'investisseur, regarde, j'ai passé 100 appels, j'ai un client. Ou alors j'ai passé 100 appels, j'ai deux clients. Ah, super. Donc ça veut dire que finalement, si on appelle 1000 personnes, tu auras 20 clients.
Et à partir du moment où tu as cette traction-là, alors tu peux aller demander de l'argent et de l'investissement. Et évidemment que quand tu as une équipe, que tu dois produire un logiciel qui coûte cher, que tu as besoin d'un commercial ou que c'est toi-même en tant que fondateur qui fait le commercial, tu n'arriveras pas à avoir un chiffre d'affaires. Surtout, moi, dans mon modèle, c'est du SaaS, logiciel en ligne, avec un abonnement. Donc, il me faut énormément de clients pour y arriver. Beaucoup moins que si j'étais en B2C, où il te faudrait encore plus de clients particuliers à des petits niveaux de rémunération. Mais je pense que tu es quand même un peu obligé d'avoir, si tu veux de la croissance rapide, d'avoir des investisseurs banques et privés. Ok. Bah écoute Sébastien, on arrive à la fin de cette interview, donc merci d'y avoir participé. Je vais te poser les 3 questions que je pose à la fin de chaque interview à tous les invités. Où est-ce que tu vois Ezio dans 5 ans? Dans 5 ans, Ezio, c'est le leader français du paiement dans le médico-social en France et en Europe, tout simplement. Clair, net, précis. Si tu pouvais changer un aspect du monde des startups en France. Putain, j'en sais rien. Je- Un aspect des startups, franchement, j'en sais rien. Ok, allez, Joker. J'ai le droit, hein. Ouais, Allez, Joker. l'interview était riche, on t'offre un Joker. Dernière question, si tu devais donner un conseil pour entreprendre dans la santé, quel conseil donnerais-tu? Franchement, je donnerais pas un conseil spécialement pour la santé, parce que je pense que tous les secteurs sont à peu près atteignables d'une manière ou d'une autre. Mhm. C'est plutôt un conseil sur la méthode pour, euh, pour entreprendre. Donc, prouver votre modèle et pour le prouver, ben, vous devez simplement correspondre à un vrai besoin pour lequel les gens ont envie de payer pour se débarrasser d'une pénibilité. Que ce soit dans la santé, dans le médic, dans la menuiserie, dans les transports, dans le sport, dans la culture, dans machin. Si t'as pas de besoin en face, t'as pas de commerce. Je trouve ça assez simple comme truc. Donc, ne pas s'évertuer à essayer de vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Toujours collé au marché. Santé ou pas santé, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de distinction à faire. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Sébastien d'avoir participé à mes talks. J'étais ravie de t'avoir au micro. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et surtout, prenez soin de vous.